Mon fils a dit « Demain, tu vas à la maison de retraite. Je vais vendre ta maison. » J'ai accepté. J'ai signé tous les papiers avec un calme qu'il a lui-même déconcerté. Le lendemain, quand les acheteurs sont arrivés avec les 600 000 euros, j'étais assise en silence. Mon avocat s'est alors levé, a ouvert une chemise et a lu quelque chose qui a fait disparaître le sourire de mon fils à l'instant même. Parce que moi, bonjour, je m'appelle Monique, j'ai 69 ans et ceci est mon histoire. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Mettez un like sur cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Ça compte énormément pour moi. Et maintenant, restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous raconter, vous ne l'oublierez pas. Il existe un regard que toute mère reconnaît. Ce n'est pas le regard de la colère. Ce n'est pas le regard de l'amour. Ce n'est même pas le regard de l'indifférence, celui qui blesse à sa façon, mais qui a au moins l'honnêteté de sa froideur. C'est le regard de quelqu'un qui vous calcule, de quelqu'un qui vous regarde et voit, derrière vos yeux, derrière vos rides, derrière vos mains abîmées par des décennies de travail, non pas une mère, non pas une femme, non pas une vie entière debout, mais un chiffre, une ligne dans un tableau, un problème à résoudre proprement, avec des mots bien choisis et une présentation préparée à l'avance. J'ai vu ce regard sur le visage de mon fils pour la première fois un mardi de novembre. Édouard avait 44 ans ce jour-là. Costume gris, cravate desserrée. Le même fils que j'avais mis au monde par une nuit de mars à l'hôpital de la Croix-Rousse, quand la ville était silencieuse et que j'avais serré la main de personne, parce qu'il n'y avait personne à serrer. Il était assis à ma table, la même table où il avait pris son petit déjeuner pendant 18 ans, où il avait fait ses devoirs, renversé du lait, dessiné des avions sur des serviettes en papier. Et il me regardait comme si j'étais un obstacle. Il n'avait encore rien dit. Il regardait, simplement. Et moi, qui ai appris à lire le silence avant d'apprendre à lire les mots, je savais déjà. Quelque chose allait changer. Pour toujours. Je tiens à ce que vous compreniez quelque chose avant que je vous raconte ce qu'il a dit ce soir-là. Quelque chose d'essentiel, sans quoi le reste ne peut pas être compris vraiment. Cette maison, je ne l'ai pas reçue. Je ne l'ai pas héritée. Je ne l'ai pas gagnée par chance ou par facilité. Cette maison, à caluire et cuire, avec ses 380 mètres carrés, son jardin, son garage, construite en 1971 par mon père de ses propres mains, brique par brique, dans le froid de l'hiver lyonnais, ses 43 ans de marché de fleurs à la Croix-Rousse avec les mains gelées. Ce sont des hivers sans chauffage pour payer le collège d'Édouard. Ce sont des semelles de chaussures que je n'ai pas remplacées pour qu'il ait ses cahiers neufs en septembre. Ce sont des nuits à pleurer en silence dans la cuisine pour ne pas le réveiller après que son père est parti un après-midi de mars sans bagages, sans lettres, sans explication. Cette maison, c'est tout ce qui restait debout après que tout le reste s'était effondré. Et Édouard le savait. Il savait exactement ce que représentait chaque mur, chaque carreau, chaque rosier dans ce jardin. Il avait grandi avec cette histoire. Il l'avait entendue, vécue, respirée. Et pourtant, quand il a ouvert son ordinateur portable et a tourné l'écran vers moi, j'ai compris que tout ce que je croyais lui avoir transmis n'avait pas suffi. Sur l'écran, il y avait un tableau, des cellules colorées, des colonnes avec des chiffres alignés proprement. En haut, un titre sobre, presque administratif, écrit en caractères noirs sur fond blanc. Réorganisation familiale, novembre 2024. J'ai regardé ce titre pendant plusieurs secondes. Réorganisation familiale. Comme si j'étais une entreprise dont on liquidait les actifs. Comme si 69 ans de vie pouvaient tenir dans une feuille de calcul et se régler avec quelques signatures. Il a commencé à parler. Sa voix était posée, préparée, légèrement trop calme pour être naturelle. La voix de quelqu'un qui a répété ses phrases devant un miroir. Il m'a montré une évaluation immobilière de cette maison, réalisée par une agence de la rue de la République à Lyon, sans que je sois au courant, sans que personne m'ait demandé mon avis. 600 000 euros, en bleu, grand, centré sur l'écran comme si c'était une bonne nouvelle. Puis, il a fait défiler le tableau jusqu'au deuxième élément. Résidence senior.
Les jardins de Saône, Villeurbanne. Des photos de chambre, un jardin avec des bancs peints en blanc, une salle à manger avec des tables rondes et des nappes à carreaux. Des personnes âgées souriantes dans des poses que personne n'adopte vraiment dans la vraie vie. Tu aurais tout ce qu'il te faut, maman. De la compagnie, un médecin sur place, de la sécurité. J'ai regardé ces photos longuement et j'ai pensé, il a répété ça. Il s'est entraîné à me dire ces mots. Il a passé du temps à choisir des mots doux, des mots enveloppants, pour me dire quelque chose de brutal avec l'air de me faire une faveur. Réorganisation, sécurité, compagnie, des mots mous. Des mots de quelqu'un qui sait que ce qu'il dit ne peut pas être dit franchement. Parce que ce qu'il disait, franchement, c'était ceci. Maman, tu es devenue un problème. Et ta maison est devenue une solution. Quand il a eu fini, il y a eu un silence lourd dans la cuisine. La cafetière gargouillait encore sur le plan de travail. Dehors, le vent faisait bouger les branches du vieux noyer dans le jardin, celui que mon père avait planté l'année de ma naissance. Édouard attendait des larmes. Attendait que je dise non, Édouard, je t'en supplie, pas ça. Attendait que je m'effondre de façon prévisible, de façon commode, de façon à confirmer que j'avais besoin d'être administré. Vous savez ce que j'ai dit? Rien. Je l'ai regardé, longuement, sans ciller, avec ce calme particulier qui vient non pas de l'indifférence, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui ressemble à une décision prise depuis longtemps et qu'on attendait juste le bon moment d'exécuter. Je l'ai regardé si longtemps qu'il a commencé à se sentir mal à l'aise. Et puis, avec la voix la plus tranquille que j'ai jamais eue de ma vie, j'ai demandé « Tu veux un café, Édouard ?» Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Il m'a regardé comme si je n'avais pas compris ce qu'il venait de dire. « Maman, tu as entendu ce que j'ai dit ?» J'ai entendu chaque mot, j'ai répondu. Et c'était vrai. Chaque mot, chaque pause, chaque intonation soigneusement dosée. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans cette cuisine ne savait ce soir-là, c'est qu'il y avait une chose que je gardais depuis 11 ans. Une chose simple, silencieuse, irréversible. Et que cette chose-là changerait tout le lendemain matin. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas à cause de la peur, pas à cause de la tristesse. J'ai connu la peur dans ma vie. Je l'ai connue quand Édouard avait 2 ans et une fièvre à 41, et que je courais seule dans le couloir des urgences de la Croix-Rousse à 3 heures du matin. Je l'ai connue quand la banque m'a envoyé une lettre recommandée en janvier 1998, me disant que si je ne régularisais pas ma situation sous 15 jours, ils entamaient une procédure de saisie sur la maison. Je l'ai connue vraiment, profondément, dans ma chair. Ce que j'ai ressenti cette nuit-là, c'était autre chose. C'était de la clarté. Je suis restée allongée dans mon lit, les yeux ouverts sur le plafond que je connais par cœur depuis 50 ans, et j'ai réfléchi. Méthodiquement, calmement, comme je l'avais toujours fait quand la situation était grave et qu'il n'y avait personne d'autre pour réfléchir à ma place. J'ai repensé à chaque détail de ce qu'Édouard m'avait montré. Le tableau, les chiffres, les photos de la résidence avec les nappes à carreaux et les sourires de catalogue. J'ai repensé à sa voix, à ses gestes, à la façon dont il avait posé son ordinateur sur ma table comme un médecin pose un dossier devant un patient pour lui annoncer un diagnostic sans appel. Et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas voulu voir depuis plusieurs mois. Ce n'était pas une idée nouvelle. Ce n'était pas une décision prise dans un moment de panique ou de mauvais jugement. C'était un plan, réfléchi, organisé, probablement discuté avec sa femme, peut-être même avec un conseiller financier. Il avait fait évaluer la maison en secret, il avait visité la résidence, il avait tout chiffré, il avait consacré du temps et de l'énergie à préparer la façon de me dire que j'étais devenue inutile. Vers 4 heures du matin, je me suis levée. Je suis allée à la cuisine. J'ai fait chauffer de l'eau, pas du café, de l'eau simplement. Et je me suis assise à la table. La même table. Et j'ai regardé la chaise où il était assis quelques heures plus tôt. Puis j'ai regardé mes mains. Des mains de 69 ans, avec les marques du froid, du travail, du temps. Des mains qui ont porté des seaux de fleurs coupés à 5 heures du matin sur le marché de la Croix-Rousse.
Des mains qui ont réparé une gouttière sur le toit de cette maison un samedi de novembre parce que je n'avais pas les moyens de payer un artisan. Des mains qui ont signé seules, sans témoin, le refinancement de l'hypothèque de cette maison quand Édouard avait 9 ans et que la banque voulait tout reprendre. Ces mains-là avaient construit quelque chose. Et ce quelque chose, il avait décidé que c'était à lui d'en disposer. J'ai bu mon eau lentement. Et j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'Édouard me rappelle, ce qu'il a fait à 9 heures précises, avec cette ponctualité d'homme organisé qui croit que les horaires donnent du poids aux décisions. « Alors maman, tu as réfléchi ?»« Oui, j'ai dit. Et je suis d'accord. Prends rendez-vous chez le notaire. » Il y a eu un silence de 2 secondes. Exactement 2. Je les ai comptés. « Tu es d'accord ?» C'est ce que j'ai dit, Édouard. Encore un silence, plus court cette fois, puis sa voix qui retrouvait son assurance, avec cette légère précipitation de quelqu'un qui veut conclure avant que l'autre change d'avis. Je prends rendez-vous pour vendredi. Maître Duval, il est très bien. Il a déjà tous les documents nécessaires, ça ira vite. Très bien, j'ai répondu. Tu n'as pas besoin d'amener quoi que ce soit. Je m'occupe de tout. Je sais que tu t'en occupes, j'ai dit. Et j'ai raccroché. Je suis resté un moment avec le téléphone dans la main. Par la fenêtre de la cuisine, je voyais le jardin. Les rosiers que mon père avait plantés étaient encore là, avec leurs dernières feuilles rousses de novembre qui tremblaient dans le vent froid venu du Rhône. Le noyer. La petite remise au fond, avec la porte qui ferme mal depuis 2011 et que j'avais toujours dit que je ferais réparer. Je connaissais chaque centimètre de ce jardin. Je connaissais chaque fissure dans les murs de cette maison. Chaque grincement dans l'escalier. La 3e marche qui craque plus fort que les autres depuis 1987. La fenêtre du couloir qui siffle quand le vent vient du nord. Cette maison me connaissait aussi. Et elle allait rester exactement là où elle était. Ce qu'Édouard ignorait, ce qu'il n'avait jamais cherché à savoir parce que l'idée ne lui avait pas effleuré l'esprit, c'est que pendant 30 ans, j'avais été trésorière de l'association des habitants de ce quartier, que j'avais appris à lire des bilans, des actes notariés, des contrats de vente par pure nécessité, avec un dictionnaire juridique acheté dans une brocante de la Croix-Rousse, que quand son père était parti, j'avais renégocié seule l'hypothèque de cette maison avec le directeur de l'agence bancaire du boulevard de la Croix-Rousse, sans avocat, sans aide, avec juste mes mots et ma connaissance précise des textes. Édouard ne m'avait jamais posé de questions sur ce que je savais, parce qu'il n'avait jamais envisagé que je puisse savoir quelque chose d'utile. C'était son erreur, la plus coûteuse de sa vie. Parce que 11 ans plus tôt, par une après-midi d'octobre froide et lumineuse, j'étais allée sonner à la porte d'un bureau discret dans une rue calme du 2e arrondissement de Lyon. Une plaque en laiton sur la façade de pierre. Maître Vernet, notaire. J'avais poussé cette porte avec une idée précise en tête, une idée que j'avais mûrie seule pendant des mois, et j'avais dit à cet homme que je voulais faire quelque chose d'irréversible, quelque chose que personne ne pourrait défaire, pas même moi. Il m'avait regardé par-dessus ses lunettes. Irréversible par qui, madame ? Par n'importe qui, j'avais répondu, y compris par moi-même. Il avait posé son stylo, croisé les mains sur le bureau, et il m'avait dit « Alors asseyez-vous, parce que ce que vous me demandez va prendre du temps à expliquer correctement. » J'avais souri, j'avais tout mon temps. Ce que nous avions signé ce jour-là, dans ce bureau silencieux qui sentait la cire et le vieux papier, dormait depuis 11 ans dans une chemise beige au fond de mon armoire, derrière les pulls d'hiver, derrière la boîte à chaussures avec les photos d'Édouard enfant. Édouard ne savait pas que cette chemise existait. Il allait le découvrir le vendredi suivant, chez Maître Duval, devant les acheteurs, devant tout le monde. Mais avant ça, il y avait encore quelque chose à faire. Et je le ferais seule, comme j'avais toujours tout fait. Le mercredi matin, je me suis levée à 6 heures. Pas parce que je n'arrivais pas à dormir. Cette nuit-là, j'avais dormi, profondément, sans interruption, avec ce sommeil particulier qui vient quand on a pris une décision difficile et qu'on a cessé de se battre contre elle. Un sommeil de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire et qui n'a plus rien à craindre de l'attente.
Je me suis levée parce que j'avais des choses à faire. Et parce que les choses importantes, dans ma vie, je les ai toujours faites tôt le matin, quand la lumière est encore froide et que le monde n'a pas encore commencé à faire du bruit. J'ai fait du café. J'ai mangé une tartine debout devant la fenêtre en regardant le jardin. Le ciel au-dessus de Caluire et Cuire était blanc, ce blanc épais de novembre qui annonce le froid sans promettre la neige. Les rosiers avaient perdu presque toutes leurs feuilles. Les branches noires se découpaient sur le mur de pierre du fond comme une gravure. J'ai pensé à mon père. Il avait construit ce mur lui-même en 1972, l'été qui avait suivi la fin de la maison. Il avait travaillé 3 semaines dessus, le soir après son service à l'usine, avec des gants de travail troués et une radio posée sur un tabouret qui diffusait des chansons que je ne me rappelle plus. J'avais 1 an. Ma mère me portait sur le dos et lui apportait de l'eau fraîche toutes les heures. Ce mur était encore là. Mon père était mort en 1998, ma mère en 2007. Et ce mur était encore là, parfaitement droit, avec ses pierres appareillées avec soin par les mains d'un homme qui n'avait jamais fait d'études, mais qui savait que ce qu'on construit bien dure plus longtemps que soi. J'ai fini mon café, rincé la tasse, et je suis montée dans ma chambre. Au fond de l'armoire, derrière les pulls d'hiver pliés avec soin, derrière la boîte en carton où je garde les photos d'Édouard enfant et les lettres que sa maîtresse de CE2 m'avait écrites pour me dire qu'il était brillant, il y avait une chemise en carton beige, fermée par un élastique rouge décoloré par les années. Je la connaissais par cœur, je savais exactement combien elle pesait dans mes mains. Je l'ai sortie, posée sur le lit, assise à côté d'elle, et je l'ai ouverte. Les documents étaient exactement comme je les avais laissés la dernière fois que je les avais consultés, 18 mois plus tôt. Parfaitement en ordre, agrafés avec soin. Le tampon rouge du tribunal de grande instance de Lyon sur la première page, avec la date 14 octobre 2013, l'entête du cabinet de Maître Vernet dans le coin supérieur gauche, et les mots que je connaissais par cœur, mais que je lisais quand même, lentement, comme on relit une lettre importante pour s'assurer qu'elle dit bien ce qu'on croit qu'elle dit. Tout était là. Tout était parfait. J'ai refermé la chemise, replacé l'élastique, et je l'ai mise dans mon sac à main, celui en cuir marron que j'avais acheté au marché Saint-Antoine il y a 12 ans et qui avait survécu à tout. Ensuite, j'ai pris le téléphone et j'ai composé 2 numéros. Le premier était celui de Maître Vernet, le notaire qui avait enregistré la donation en 2013. Un homme méticuleux, discret, qui n'avait pas besoin qu'on lui explique 2 fois les choses. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Maître Vernet, c'est Monique. J'ai besoin que vous m'envoyiez une copie certifiée conforme de l'acte du 14 octobre 2013, d'ici demain matin. » Un silence bref, professionnel. « Vous en avez besoin pour quand exactement ? » « Vendredi, 11 heures. Je vous l'envoie ce soir par courrier recommandé. Vous l'aurez demain à la première levée. » « Merci, » j'ai dit. Le 2e numéro était celui de Maître Collet. Je l'avais rencontré 6 ans plus tôt, lors d'un litige entre l'association des habitants et la mairie de Caluire et Cuire concernant un projet de construction qui empiétait sur un espace vert du quartier. Il était avocat spécialisé en droit immobilier et en droit des successions. Nous avions gagné ce litige. Depuis, nous nous croisions parfois au marché couvert et il m'avait dit une fois, en achetant des jonquilles, que si j'avais jamais besoin de quoi que ce soit, je pouvais l'appeler. Il avait décroché à la 3e sonnerie. « Maître Collet. C'est Monique. Vous m'aviez dit que si j'avais besoin... » Je m'en souviens très bien. Sa voix avait cette chaleur particulière des gens qui tiennent leurs promesses. « Dites-moi. » Je lui ai tout expliqué, méthodiquement. Sans exagération, sans dramatisation. Les faits dans l'ordre où ils s'étaient produits. La proposition d'Édouard, la signature chez Maître Duval, la vente prévue le samedi matin, et la donation de 2013 dont Édouard ignorait l'existence. Il m'a écouté jusqu'au bout sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a dit « Vous avez la copie de l'acte ?»« Je l'aurai demain matin. Alors, je serai là vendredi à 11h moins 10. Avant les acheteurs. »« Merci, » j'ai dit. « Ne me remerciez pas encore, » a-t-il répondu. « Attendez vendredi. » J'ai raccroché. Et j'ai souri. Pas un grand sourire,
Juste ce léger mouvement au coin des lèvres qui vient quand les pièces se mettent en place exactement là où on les avait posées. Vous devez vous demander comment une femme qui vendait des fleurs au marché pouvait parler de documents juridiques avec cette aisance. Comment elle savait exactement ce qu'était un usufruit viager, une donation irrévocable, une clause d'inaliénabilité? Je vais vous répondre. Pendant 31 ans, de 1985 à 2016, j'ai été trésorière de l'Association des habitants du quartier de Caluire-et-Cuire. Ce n'est pas un titre qui impressionne. Ce n'est pas un poste qui figure sur un curriculum vitae. Mais c'est un rôle qui m'a obligée à apprendre des choses que personne n'apprend par plaisir. Les bilans comptables, les actes de propriété, les contrats de bail, les procédures d'urbanisme, les recours devant le tribunal administratif quand la mairie voulait construire un parking à la place du square où les enfants jouaient. J'ai appris tout ça avec des livres achetés dans les brocantes et avec l'aide ponctuelle d'un avocat du quartier qui acceptait de répondre à mes questions en échange de bouquets de fleurs que je lui apportais le samedi matin. Édouard ne le savait pas. Édouard avait grandi en me voyant au marché, les mains dans les fleurs, le tablier mouillé, et avait conclu que c'était tout ce que j'étais. Le regard des enfants sur leurs parents est souvent le plus aveugle qui soit. Ils voient ce qu'on leur a montré et oublient de chercher ce qu'on ne leur a pas dit. Il ne savait pas non plus que quand son père était parti, en mars 1989, j'avais passé 3 semaines à étudier le dossier hypothécaire de cette maison avec la minutie d'une femme qui sait que personne ne viendra la sauver si elle ne se sauve pas elle-même. Que j'avais renégocié seul les termes du prêt avec le directeur de l'agence bancaire, un homme qui avait commencé l'entretien en me parlant comme si j'étais une enfant perdue et qui l'avait terminé en signant exactement ce que je lui avais demandé de signer. Édouard avait 9 ans à l'époque. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Je ne le lui avais jamais dit, parce que les enfants n'ont pas besoin de savoir que leur mère s'est battue pour eux. Ils ont besoin de croire que les choses vont bien, que la maison est solide, que demain sera là. C'était peut-être mon erreur à moi, lui avoir épargné la vérité pendant si longtemps qu'il avait fini par croire qu'elle n'existait pas. Si vous écoutez encore, c'est que cette histoire vous touche. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et laissez un like. Ça m'aide vraiment à continuer. Maintenant, revenons à cette nuit-là. Ce mercredi-là, après avoir passé mes 2 coups de fil, je suis sortie. J'ai marché jusqu'au marché couvert de Caluire. J'ai acheté du pain, des pommes, un morceau de fromage. J'ai salué Madame Berthet qui tient l'étal de légumes depuis 40 ans. J'ai bu un café au comptoir du bar tabac du coin avec le patron, Monsieur Renard, qui m'a demandé si j'allais bien et à qui j'ai répondu que oui, j'allais bien, merci. Ce n'était pas un mensonge. J'allais même très bien. Parce que parfois, savoir ce qu'on va faire suffit à vous remettre debout. Pas la victoire elle-même. Juste la certitude tranquille qu'elle est là, qui attend, au bout d'un couloir, que vous êtes la seule à voir. En rentrant, je suis passée devant le portail de la maison. Je me suis arrêtée une seconde. J'ai regardé la façade, les volets verts que j'avais repeints moi-même en 2015, la vigne vierge sur le mur gauche, la plaque avec le numéro, décellée depuis des années, que j'avais toujours dit que j'allais réparer. Cette maison n'avait jamais appartenu qu'à une seule personne depuis 11 ans. Et cette personne n'était pas Édouard. Vendredi matin, il le saurait. Mais ce soir-là, il m'a envoyé un message. Court, efficace, comme tous ses messages. Rendez-vous confirmé vendredi 11h chez Maître Duval. Les acheteurs seront présents. Inutile d'amener quoi que ce soit. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit, éteint la lumière. Et avant de m'endormir, j'ai pensé à ma petite fille, à ses yeux clairs, à sa façon de courir dans ce jardin les étés où elle venait me voir, à la façon dont elle s'arrêtait toujours devant les rosiers et me demandait pourquoi on prenait soin de quelque chose qui pique. Je lui avais répondu « Parce que ce qui est beau demande souvent un peu de douleur pour rester en vie ». Elle avait réfléchi une seconde. Et puis elle avait hoché la tête avec ce sérieux des enfants qui comprennent les choses mieux qu'on ne le croit. Elle avait 3 ans quand j'avais signé ces documents. Elle en avait 14 maintenant. Et un jour, quand elle serait prête, elle saurait tout. Le vendredi matin, je me suis levée à 5h30. Pas par anxiété, par habitude. Pendant 43 ans, je me suis levée avant le jour. Le marché de la Croix-Rousse n'attend personne.
Les fleurs coupées doivent être dans l'eau avant que les clients arrivent. Le froid de l'aube lyonnaise en novembre n'est pas une métaphore. Il entre dans les os et il y reste. J'ai appris à fonctionner dedans, à penser dedans, à prendre les meilleures décisions de ma vie dedans. Ce vendredi-là, le ciel était encore noir quand j'ai allumé la lumière de la cuisine. J'ai fait du café, lentement, avec le vieux percolateur que j'utilise depuis 1994 et que je n'ai jamais voulu remplacer parce qu'il fait le café exactement comme je l'aime. Fort, chaud, sans complications. J'ai bu debout, face à la fenêtre, en regardant le jardin s'éclaircir progressivement avec les premières lueurs grises du matin. Les rosiers, le noyer, le mur de pierre de mon père. J'ai regardé tout ça pendant longtemps, pas avec nostalgie, pas avec tristesse. Avec la même attention tranquille qu'on porte à quelque chose qu'on connaît parfaitement et qu'on n'a pas besoin de serrer fort pour savoir qu'il est là. À 7 heures, je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert l'armoire, sorti le tailleur bleu marine que je n'avais pas porté depuis l'enterrement de mon amie Jacqueline, en 2022. Je l'ai secoué doucement, vérifié le col, les boutons. Tout était en ordre. Je me suis habillée avec soin, cheveux relevés, les boucles d'oreilles en or que ma mère m'avait données pour mes 30 ans. Un peu de rouge à lèvres, discret, la couleur que je porte depuis que j'ai 20 ans et que je n'ai jamais changée. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. 69 ans. Des rides, des cheveux blancs, des mains marquées par le temps, et des yeux qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. J'ai pris mon sac en cuir marron, vérifié que la chemise beige était bien à l'intérieur. Elle y était, comme la veille, comme l'avant-veille, comme depuis 11 ans dans ce même sac ou dans ce même armoire, toujours là, toujours prête, toujours parfaitement en ordre. J'ai pris le bus à 8h40. Le 27, direction Bellecour. Je me suis assise côté fenêtre et j'ai regardé Lyon défiler. Les rues que je connais depuis 69 ans. Le Rhône entre ses quais, les façades couleur miel du centre-ville sous le ciel blanc de novembre, les gens qui marchaient vite sur les trottoirs, col relevé, mains dans les poches. Ma ville, ma vie. Le cabinet de Maître Duval se trouvait dans une rue calme du 2e arrondissement, entre une pharmacie et un salon de thé. Façade de pierre grise, une plaque en laiton, polie et sobre. Maître Duval, notaire. J'étais arrivée 20 minutes en avance. Je me suis assise sur le banc en bois dans le hall d'entrée et j'ai attendu. À 10h50, Édouard est arrivé. Costume sombre cette fois, cravate serrée. Il portait une mallette en cuir noir que je ne lui avais jamais vue. Il m'a trouvée assise dans le hall et a eu une fraction de seconde d'hésitation en me voyant, comme si mon calme, mon tailleur bleu marine, mes boucles d'oreilles en or, le déstabilisaient légèrement sans qu'il sache pourquoi. « Tu es là » a-t-il dit. « Je suis là » j'ai répondu. Il s'est assis à côté de moi, a posé la mallette sur ses genoux, a regardé droit devant lui pendant quelques secondes. « Ça va aller, maman, c'est la bonne décision, tu verras. » Je n'ai rien répondu. À 11h précises, la secrétaire nous a conduits dans le bureau de Maître Duval. Une grande pièce avec des boiseries sombres, une bibliothèque couvrant un mur entier, une lumière jaune et douce qui tombait d'une lampe de bureau ancienne. Maître Duval s'est levé pour nous accueillir. Un homme de 60 ans environ, lunettes à monture d'écaille, poignée de main ferme et brève. Le type de notaire qui ne perd pas de temps en politesses inutiles, mais qui les accomplit quand même avec une courtoisie précise. Il y avait des documents sur la table, plusieurs chemises, des stylos, un tampon. Édouard s'est assis à ma gauche, trop près, comme quelqu'un qui surveille. Maître Duval a commencé à lire les clauses à voix haute, comme l'exige la loi. Sa voix était monotone et claire, celle de quelqu'un qui a lu des milliers de documents et qui sait que ce qui compte, ce ne sont pas les intonations, mais les mots eux-mêmes. Édouard regardait sa montre. Je regardais Maître Duval. Quand il a eu fini de lire la première section, il a poussé les documents vers moi et m'a tendu un stylo. Un stylo ordinaire, noir, avec le nom du cabinet gravé dessus. J'ai pris ce stylo. J'ai senti son poids dans ma main. Léger, banal, le genre de stylo qu'on ne remarque pas dans d'autres circonstances. Mais ce jour-là,
Dans ce bureau silencieux, avec Édouard qui retenait sa respiration à ma gauche sans le savoir, ce stylo avait quelque chose de presque solennel. J'ai signé, chaque page, sans hésiter, sans marquer de pause, avec ma signature habituelle, celle que j'utilise depuis l'âge de 16 ans, droite et légèrement inclinée vers la droite, celle qui a signé les bulletins scolaires d'Édouard pendant des années, les chèques pour ses fournitures, les autorisations pour ses voyages scolaires, les formulaires d'inscription à l'université, la même main, la même signature, une calme absolue. J'ai entendu Édouard souffler doucement entre ses lèvres, ce soupir discret de quelqu'un qui attendait des obstacles et n'en a trouvé aucun. Ce soupir de soulagement que je reconnaissais depuis qu'il était enfant, quand il pensait avoir évité une conséquence qu'il méritait. Mais au moment où je signais la dernière page, quelque chose s'est passé. Maître Duval m'a regardé, juste une fraction de seconde, par-dessus ses lunettes à monture d'écaille. Un regard bref, précis, professionnel, le regard de quelqu'un qui sait ce qu'il sait et qui confirme, sans un mot, que tout est en ordre. Je lui ai retourné ce regard, sans ciller. Édouard n'a pas vu cet échange. Il regardait déjà son téléphone, avec le soulagement mal dissimulé de quelqu'un qui croit avoir conclu une affaire difficile sans trop de dégâts. Il n'avait pas vu. Il ne voyait jamais les détails. Dans la rue, après, il marchait à côté de moi avec cette légèreté particulière des gens qui viennent de se débarrasser de quelque chose qui pesait. Il parlait de la résidence, des activités proposées, du jardin. Il parlait beaucoup, comme il le faisait toujours quand il était nerveux et soulagé en même temps. Au coin de la rue, je me suis arrêtée. Il s'est arrêté aussi, m'a regardé. « Tu es sûre que tu vas bien, maman ?» Je l'ai regardé, cet homme de 44 ans avec sa mallette noire et son costume sombre, et ses yeux qui cherchaient sur mon visage une confirmation que tout se passerait bien pour lui. « Dors bien, Édouard », j'ai dit. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. M'a regardé une seconde de trop, avec cette expression légèrement déconcertée que je connaissais depuis qu'il était petit et que les choses ne se passaient pas exactement comme il l'avait prévu. Puis il est parti vers son Audi garé un peu plus loin. Je l'ai regardé s'éloigner. Et je me suis retournée vers l'arrêt de bus. Dans mon sac, la chemise beige avec l'élastique rouge décoloré était toujours là. Intacte, irréversible, parfaitement en ordre depuis 11 ans. Demain matin, à 11 heures, les acheteurs arriveraient avec leur argent, et Maître Vernet arriverait avec sa chemise à lui. Et tout ce qu'Édouard croyait avoir accompli ce vendredi matin se déferait en quelques minutes, proprement, légalement, irrévocablement, devant des témoins. Il n'y avait plus rien à faire maintenant, qu'à attendre. Et l'attente, j'avais appris à la connaître. Pendant 43 ans de matins froids sur un marché, on apprend que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Pas avant, pas après. Le samedi matin, à 11 heures, j'y serai, assise, calme, les mains unies, comme toujours. Le samedi matin, je me suis levée à 5 heures. Le ciel était encore entièrement noir. Pas un bruit dans la rue. Juste le silence particulier de Caluire et Cuire avant l'aube. Ce silence dense et froid que je connais depuis l'enfance et qui a toujours eu sur moi un effet étrange. Il ne m'oppresse pas. Il m'installe. Comme si le monde, pendant ces quelques heures, faisait une pause et me laissait penser tranquillement avant de reprendre son mouvement. J'ai fait du café, mangé une tartine, regardé le jardin dans le noir. Puis, j'ai attendu que la lumière vienne. Elle est venue lentement, comme toujours en novembre. D'abord un gris très pâle au-dessus du mur de pierre, puis quelques nuances de blanc. Puis, enfin, cette lumière froide et nette qui éclaire les choses sans les réchauffer, cette lumière d'hiver qui montre tout exactement comme c'est, sans ombre, sans douceur, sans illusion. J'ai regardé les rosiers, le noyer, le mur de pierre de mon père. Tout était là, exactement comme ça avait toujours été. À 8 heures, j'ai entendu une voiture se garer devant la maison, puis le bruit d'une portière, des pas sur le gravier de l'allée. Un instant plus tard, Édouard entrait avec sa clé en appelant « C'est moi !» Il portait son plus beau costume, bleu nuit cette fois, une cravate que je ne lui connaissais pas. Il s'était coiffé avec soin, ce qu'il ne faisait que dans les occasions importantes.
Il avait les yeux brillants de quelqu'un qui a peu dormi, mais qui s'en est remis à l'adrénaline de l'attente. Il m'a trouvée dans la cuisine, assise à la table, les deux mains autour de ma tasse de café. « Tu es déjà prête », a-t-il dit. C'était à mi-chemin entre la constatation et la question. « Je suis toujours prête », j'ai répondu. Il a ouvert le réfrigérateur, pris une bouteille d'eau, bu debout, face à la fenêtre, en regardant le jardin avec ce regard que je connaissais maintenant et qui me serrait quelque chose dans la poitrine, pas par tristesse, mais par une sorte de fatigue ancienne. Ce regard d'inventaire. Ce regard qui transforme les choses en valeur et les souvenirs en mètres carrés. « Les acheteurs arrivent à 11h, a-t-il dit. Bertrand et Valérie, des gens très bien. Lui est dans la promotion immobilière à Grenoble. Elle est son associée. Ils ont fait une offre ferme. Tout est réglé. » « Je sais, » j'ai dit. « Le notaire a tous les documents. »« Je sais. » Il s'est retourné vers moi, m'a regardé une seconde. « Tu n'as pas l'air inquiète. » Je ne le suis pas. Il a hoché la tête lentement, comme quelqu'un qui interprète le calme de l'autre à travers le prisme de ce qu'il veut croire. Il a décidé que mon calme était de la résignation, de l'acceptation, la tranquillité d'une vieille femme qui a compris que les choses allaient comme elles allaient et qu'il ne servait à rien de se battre. Il s'est trompé. Mais je ne l'ai pas corrigé. À 9h, il a commencé à faire le tour des pièces. Je l'entendais marcher à l'étage, ouvrir et fermer des portes, s'arrêter, repartir. Je savais ce qu'il faisait. Il vérifiait. Il s'assurait que tout était présentable, que rien ne traînait, que la maison montrait son meilleur visage aux acheteurs qui allaient arriver. Ma maison, qu'il visitait comme si elle était déjà à eux. Je suis restée assise, sans bouger, avec mon café qui avait refroidi dans la tasse et que je n'ai pas cherché à réchauffer. À 9h30, je me suis levée. J'ai rincé la tasse, rangé les assiettes du petit déjeuner, essuyé le plan de travail. Ces gestes ordinaires que je fais depuis 50 ans dans cette cuisine, ces gestes qui sont dans mes mains avant d'être dans ma tête et qui ce matin-là avaient quelque chose de presque cérémonial. Ensuite, je suis montée dans ma chambre. J'ai pris mon sac en cuir marron, ouvert le fermoir, vérifié une dernière fois que la chemise beige était là, l'élastique rouge, le tampon du tribunal de grande instance, la date du 14 octobre 2013. Tout était là. J'ai refermé le sac et j'ai appelé Maître Collet. Il a décroché à la première sonnerie. « Je suis en route », a-t-il dit avant même que je parle. « J'arrive à 10h50. »« Merci », j'ai dit. « Vous allez bien ? Madame Monique ?» J'ai réfléchi une seconde à cette question. Vraiment réfléchi. Comme on réfléchit rarement aux questions qu'on pose par habitude. « Oui », j'ai répondu. « Je vais bien. » Et c'était vrai, avec toute la complexité que ce mot peut contenir quand on a 69 ans et qu'on est assise dans la chambre où on a dormi pendant 50 ans, avec le sac sur les genoux et l'histoire entière de sa vie dans les murs autour de soi. À 10h20, Édouard a installé une table au centre de la salle à manger. La grande table en chêne que nous avions achetée avec son père en 1983 dans une brocante du Beaujolais et qu'on avait ramenée dans un camion de location un dimanche de juillet sous une chaleur écrasante. Il l'avait couverte d'une nappe blanche propre, posé des chaises autour, disposé des verres d'eau. Il préparait le décor d'une transaction, sur la table où j'avais servi 40 Noëls. Je l'ai regardé faire depuis l'encadrement de la porte, sans qu'il me voie. Et j'ai pensé à tous les repas que cette table avait portés, les anniversaires, les Pâques, le réveillon où Édouard avait 7 ans et avait renversé toute une carafe de jus de fruits sur la nappe blanche et avait pleuré tellement il avait honte. Le dîner silencieux, quelques semaines après que son père était parti, où nous avions mangé tous les deux sans nous regarder parce que nous ne savions pas encore comment nous regarder dans ce nouveau monde à deux. Toute cette vie dans une table en chêne. À 10h50, la sonnette a retenti. Édouard est allé ouvrir. J'ai entendu des voix dans le couloir. Des présentations. Des poignées de main. Bertrand, la voix grave et assurée d'un homme habitué à conclure des affaires. Valérie, plus discrète, avec un accent très légèrement méridional. Un troisième homme, plus jeune, probablement un assistant ou un conseiller juridique. Ils sont entrés dans la salle à manger. Je les ai regardés traverser le couloir.
Valérie a effleuré le cadre d'une photo accrochée au mur, ce geste machinal de quelqu'un qui inspecte sans le savoir. Bertrand a levé les yeux vers le plafond, évalué la hauteur. L'assistant portait un attaché-case et regardait son téléphone. Ils se sont assis. Édouard a fait les présentations. Quand il est arrivé à moi, il a dit « Ma mère, Monique », avec une légère hésitation dans la voix, comme si ma présence à cette table était une formalité qu'il aurait préféré éviter. Je les ai salués, posément, avec le sourire courtois de quelqu'un qui reçoit des invités chez elle. Parce que c'était exactement ça. Ils étaient chez moi. Bertrand a posé l'attaché-case sur la table et l'a ouvert. À l'intérieur, un ordinateur portable montrait un écran de confirmation de virement bancaire. 600 000 €, prêt à être transféré au signal convenu. Édouard regardait cet écran avec une intensité qu'il essayait de dissimuler sans y parvenir tout à fait. Et moi, je regardais la porte d'entrée. Parce qu'il manquait encore quelqu'un. À 10h58, la sonnette a retenti une deuxième fois. Édouard a froncé les sourcils, s'est levé, est allé ouvrir. J'ai entendu une voix que je reconnaissais depuis 6 ans. Posée, précise, économe de mots inutiles. Maître Collet. 55 ans, costume sombre, chemise blanche, cravate bordeaux, cheveux poivre et sel coupés courts. Il portait sa propre chemise en carton, noire celle-là, plus grande que la mienne, fermée par une sangle en cuir. Il a salué tout le monde d'un signe de tête bref et efficace. Puis, il s'est dirigé vers moi. S'est assis à ma droite, sans dire un mot. J'ai entendu Édouard, derrière lui, demander d'une voix qui essayait d'être naturelle et qui ne l'était plus tout à fait. « Qui est cet homme ?» Je me suis retournée vers mon fils, et j'ai répondu avec la même voix calme du début, la même voix de tous ces matins avant l'aube sur le marché de la Croix-Rousse, la même voix qui avait négocié avec les banquiers et signé les papiers et élevé un enfant seul pendant 30 ans, mon avocat. Le sourire d'Édouard, ce sourire qui était là depuis le matin, ce sourire de victoire anticipée, ce sourire d'un homme qui croit avoir tout prévu. Je l'ai vu vaciller, pour la première fois. Le silence qui s'est installé dans la salle à manger quand j'ai prononcé ces 2 mots était d'une qualité particulière. Pas le silence du vide, le silence du plein, le silence de plusieurs personnes qui retiennent simultanément quelque chose, chacune une chose différente, et dont la somme de ces retenues crée une tension dans l'air aussi palpable que la pression avant un orage. Édouard est resté debout près de la porte. Il regardait Maître Collet avec cette expression que je lui connaissais depuis l'enfance, cette expression qui précède toujours la tentative de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe. La mâchoire légèrement serrée, les épaules remontées d'un demi-centimètre, les yeux qui calculent. Bertrand regardait alternativement Édouard et Maître Collet avec la prudence d'un homme d'affaires expérimenté qui sent que quelque chose dans une transaction n'est pas exactement ce qu'on lui a dit. Valérie avait posé les mains à plat sur la table. Elle ne regardait personne en particulier. Elle regardait la table. L'assistant avait refermé son téléphone. Maître Collet, lui, avait posé sa chemise noire devant lui et arrangeait les papiers à l'intérieur avec des gestes lents et méthodiques, comme si le silence autour de lui n'existait pas ou ne le concernait pas. C'est Édouard qui a parlé le premier. Sa voix avait retrouvé une partie de son assurance. L'assurance de façade des gens qui ne veulent pas montrer qu'ils ont peur. Ma mère n'avait pas besoin d'amener un avocat. Tout a été signé hier. Les documents sont en ordre. C'est une transaction simple. Maître Collet a levé les yeux de sa chemise. Il a regardé Édouard avec une attention précise et dénuée d'hostilité. La même attention qu'un chirurgien porte à un dossier médical. Ni froide ni chaleureuse, simplement exacte. Les documents signés hier concernent l'autorisation de mise en vente, a-t-il dit. Ils sont effectivement en ordre. Mais avant toute signature finale et tout transfert de fonds, il y a une question préalable qui doit être clarifiée. Bertrand s'est légèrement redressé sur sa chaise. Quelle question? Nous avons reçu tous les documents. Le titre de propriété est net. Nous avons fait vérifier. Le titre de propriété que vous avez consulté est celui qui figurait dans les registres publics au nom de Madame Monique, a répondu Maître Collet.
Ce document est exact, il n'est pas complet. Un silence. Pas complet comment ? A demandé Bertrand. Maître Collet n'a pas répondu immédiatement. Il a continué à arranger ses papiers avec ce calme qui n'était pas de l'indifférence mais de la précision. Chaque geste à sa place, chaque mot au moment où il devait venir. J'ai regardé Édouard pendant ce silence. Il était toujours debout près de la porte. Il avait croisé les bras, ce geste défensif qu'il faisait depuis l'adolescence quand une conversation prenait une direction qu'il n'aimait pas. Ses yeux allaient de Maître Collet à moi, de moi à Maître Collet, cherchant quelque chose, un signe, une explication, une fissure dans laquelle glissait une objection. Il ne trouvait rien, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Maître Collet a retiré de la chemise noire un document unique. Une seule feuille, mais épaisse, du papier officiel avec la texture particulière des actes notariés, ce papier qui a quelque chose de définitif rien que dans sa matière. Il y avait un tampon rouge dans le coin supérieur droit. La date était visible de loin pour quiconque avait de bons yeux ou s'approchait suffisamment. 14 octobre 2013. Maître Collet a posé le document au centre de la table. « Ceci est un acte de donation avec réserve d'usufruit viager », a-t-il dit. Enregistré le 14 octobre 2013 au tribunal de grande instance de Lyon. Authentifié par Maître Vernet, notaire. Irrévocable. Bertrand a tendu la main vers le document. Maître Collet n'a pas fait de geste pour l'en empêcher. Bertrand l'a pris, a commencé à lire. Ses yeux se déplaçaient rapidement sur les lignes, avec la rapidité d'un homme habitué aux documents juridiques qui cherche l'essentiel avant les détails. Je regardais Édouard. Il n'avait pas bougé. Mais quelque chose dans son visage avait changé. Quelque chose de très léger, presque imperceptible, que seule une mère qui le connaît depuis sa naissance pouvait voir. Un léger relâchement autour de la bouche. Une imperceptible modification du regard, comme si la netteté se brouillait très légèrement sur les bords. Il savait. Pas encore ce qui était écrit. Mais il savait que c'était grave. L'instinct de quelqu'un qui reconnaît le moment exact où le sol commence à se dérober. Maître Collet a pris le document des mains de Bertrand avec courtoisie, et il a commencé à lire à voix haute. Sa voix était posée, claire, sans emphase. La voix d'un homme qui n'a pas besoin d'effets dramatiques parce que les mots qu'il lit sont suffisamment puissants par eux-mêmes. Instrument particulier de donation avec réserve d'usufruit viager, établi entre la donatrice, Madame Monique Isabelle Ferrand, domiciliée à Caluire-et-Cuire, et la donataire. Il a marqué une pause, courte, précise, le genre de pause qu'on ne fait pas par accident. Camille Ferrand-Moreau, née le 22 mars 2010, représentée en cet acte par sa grand-mère maternelle, agissant en qualité de curatrice provisoire, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles en date du. Édouard a fait un pas en avant, un seul pas, comme si ses jambes l'avaient bougé sans qu'il le décide. « Camille », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'était le mot de quelqu'un qui entend un nom et qui commence à comprendre ce que ce nom signifie dans ce contexte, et dont la compréhension arrive trop vite et trop fort pour être absorbée normalement. Camille, sa fille, ma petite fille, qui avait 3 ans le 14 octobre 2013, qui en avait 14 aujourd'hui, qui courait dans ce jardin les étés, qui s'arrêtait devant les rosiers et me demandait pourquoi on prenait soin de quelque chose qui pique. Maître Collet a continué à lire sans s'arrêter. La donatrice cède et transporte à titre de donation pure et simple et irrévocable à la donataire susmentionnée la pleine propriété du bien immobilier 6 à Caluire-et-Cuire, cadastré section B numéro 412, d'une superficie de 380 mètres carrés, comprenant maison d'habitation, jardin et garage, sous réserve expresse et perpétuelle d'un droit d'usufruit viagé au profit exclusif de la donatrice, lequel usufruit prend fin au décès de celle-ci et ne peut en aucun cas être interrompu, suspendu ou limité par quelque acte juridique que ce soit, y compris par une décision judiciaire rendue à la demande d'un tiers. Bertrand avait reposé les mains à plat sur la table. Ses doigts ne bougeaient plus. Il regardait le document avec l'expression d'un homme qui fait des calculs très rapides et dont les résultats ne lui plaisent pas. Valérie regardait son associé. L'assistant avait ouvert un carnet et tenait un stylo sans écrire.
Et Édouard. Édouard était debout au milieu de la pièce avec le document dans les mains, ce document que Maître Collet lui avait tendu à un moment que je n'avais pas vu précisément, et il lisait. Il lisait avec cette concentration absolue de quelqu'un qui espère encore trouver une erreur, une ambiguïté, une faille, quelque chose qui lui permettrait de dire que ce n'est pas ce que ça semble être. Maître Collet a fermé sa chemise, et il a dit, avec la même voix posée du début, sans aucune inflexion de victoire ni de pitié, « La propriété de ce bien appartient à Camille Ferrand-Moreau depuis le 14 octobre 2013. Madame Monique en est l'usufruitière viagère, ce qui lui confère le droit exclusif et intangible d'y habiter jusqu'à la fin de sa vie. Aucun tiers, y compris le père de la donataire, n'a de droit sur ce bien ni ne peut en disposer à quelque titre que ce soit. La vente envisagée aujourd'hui n'a donc aucune base juridique valable. Elle ne peut pas avoir lieu. » Le silence qui a suivi cette phrase était différent du premier, plus lourd, plus définitif, avec quelque chose d'irrémédiable dedans, comme le silence qui suit la fermeture d'une porte qu'on sait qu'on ne rouvrira pas. Bertrand a pris une longue inspiration. « Donc, a-t-il dit lentement, nous avons fait le déplacement depuis Grenoble, préparé un transfert de 600 000 € pour une vente qui ne peut pas avoir lieu parce que le vendeur n'avait pas la propriété du bien. » « C'est exact, » a dit Maître Collet. Bertrand a regardé Édouard. Ce regard-là, je n'ai pas besoin de le décrire. Vous savez ce que c'est que le regard d'un homme d'affaires sur quelqu'un qui lui a fait perdre son temps et son argent et sa confiance dans la même matinée. Édouard n'a pas soutenu ce regard. Il regardait le document dans ses mains. Et je l'ai regardé lire les mots que j'avais fait enregistrer 11 ans plus tôt dans un bureau silencieux qui sentait la cire et le vieux papier, avec la certitude tranquille que ce moment arriverait, que je ne savais pas quand, mais qu'il arriverait, et que quand il arriverait, il faudrait que tout soit parfaitement en ordre. Tout était parfaitement en ordre. Bertrand a été le premier à se lever. Il l'a fait avec cette économie de gestes des gens qui ont l'habitude de quitter des situations compromises sans perdre davantage de dignité que nécessaire. Il a reboutonné sa veste, fermé l'attaché-case, regardé une dernière fois l'écran de l'ordinateur portable avec les 600 000 € qui ne partiraient nulle part ce matin. Puis, il a regardé Édouard avec une expression qui n'était plus de la colère, mais quelque chose de pire, quelque chose de froid et définitif, le regard de quelqu'un qui efface un nom de sa liste et n'y revient pas. « Nous vous contacterons par l'intermédiaire de nos avocats », a-t-il dit à Édouard. Pas une menace, une information. Édouard n'a pas répondu. Valérie s'est levée à son tour. Elle a remis son manteau sans se presser, avec ces gestes précis des femmes qui contrôlent leur contenance même quand les choses vont mal. Elle n'a regardé personne en particulier en quittant la pièce. L'assistant les a suivis, son carnet sous le bras, sans avoir écrit un seul mot dedans. Maître Collet s'est levé également. Il a rangé ses documents dans la chemise noire avec la même méticulosité calme du début, a refermé la sangle en cuir, s'est tourné vers moi. « Tout est en ordre », a-t-il dit simplement. « Merci », j'ai répondu. Il m'a serré la main. Une poignée de main ferme et brève, celle d'un homme qui a fait ce qu'il avait à faire et qui n'a pas besoin de davantage. Puis il a salué Édouard d'un signe de tête sobre, et il est sorti. La porte d'entrée s'est refermée. Le bruit du moteur de la voiture de Bertrand dans la rue. Puis plus rien. La maison était silencieuse. Édouard n'avait pas bougé. Il était toujours debout au milieu de la salle à manger, le document dans les mains, les bras légèrement tombés le long du corps, comme quelqu'un qui a lâché quelque chose de lourd sans s'en rendre compte. Son beau costume bleu nuit, sa cravate inconnue, ses cheveux coiffés avec soin pour une occasion qui n'avait pas eu lieu. Je suis restée assise. Je le regardais. Et je me rappelais un soir de novembre, il avait 11 ans, où je l'avais trouvé assis exactement comme ça dans sa chambre, au milieu de ses affaires éparpillées sur le sol, avec cette même expression d'un enfant qui a compris quelque chose de difficile et qui ne sait pas encore quoi faire avec cette compréhension. Ce soir-là, il avait perdu le portefeuille que son grand-père lui avait offert pour son anniversaire. Il l'avait cherché pendant des heures, et quand il avait finalement compris qu'il ne le retrouverait pas, il s'était assis par terre et n'avait plus bougé. Je lui avais apporté un verre d'eau chaude avec du miel.
Je m'étais assise par terre à côté de lui, sans rien dire pendant un long moment. Et puis j'avais dit, « Les choses se perdent, parfois. C'est comme ça. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. » Il avait 10 ans. Il n'avait pas vraiment entendu. Il avait 44 ans aujourd'hui. Je me demandais s'il entendrait mieux. Édouard a finalement posé le document sur la table. Lentement. Comme si le papier pesait plus que son poids réel. Il a tiré une chaise et s'est assis. Pas en face de moi. Sur le côté, légèrement de biais, comme quelqu'un qui n'est pas encore prêt à l'affrontement direct, mais qui n'est plus en état de l'éviter. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Je n'ai rien dit non plus. Le vent dehors faisait bouger les branches du noyer. On entendait les feuilles mortes racler le sol du jardin par intermittence. Quelque part dans la rue, une voiture démarrait. La vie ordinaire qui continue exactement comme avant, autour d'un silence qui ne l'est pas. C'est lui qui a parlé le premier. Sa voix était différente de tout ce que j'avais entendu depuis le début de cette semaine. Pas la voix préparée du mardi soir. Pas la voix efficace du vendredi matin chez le notaire. Pas la voix légèrement trop assurée de ce matin quand il m'avait trouvé dans la cuisine. Une voix que je reconnaissais d'une autre époque. Une voix sans armure. « Pourquoi tu as fait ça ?» J'ai attendu un instant avant de répondre. Pas pour dramatiser, parce que la question méritait qu'on la laisse exister une seconde dans l'air avant d'y répondre. « Quelle partie ?» j'ai demandé. Il a levé les yeux vers moi. Tout. La donation, l'avocat. Me laisser aller jusqu'au bout avant de me dire. « La donation, je l'ai faite il y a 11 ans, j'ai répondu. Quand j'ai compris que tu avais commencé à regarder cette maison comme un droit. Comme quelque chose qui t'appartenait déjà avant même que je sois parti. Ce n'est pas... » Laisse-moi finir, Édouard. Il s'est tu. Je ne t'en voulais pas pour ça. Les enfants regardent les biens de leurs parents comme une continuité naturelle. C'est humain. Mais il y a une différence entre attendre et disposer. Entre hériter un jour et décider pour moi aujourd'hui. Cette différence, tu l'as franchie le soir où tu as ouvert cet ordinateur et tu m'as montré ce tableau. Il a regardé la table. Ses mains posées à plat dessus, des mains que je reconnaissais, avec cette légère façon qu'elles avaient de s'immobiliser quand il réfléchissait vraiment, ce geste qu'il tenait de son père et qui me faisait toujours un effet étrange parce que c'était la seule chose de son père qui avait survécu dans ce corps. « J'avais des dettes, a-t-il dit. « Je sais. » Il a relevé les yeux brusquement. « Tu savais ? J'ai vu les lettres recommandées depuis 8 mois. J'ai vu comment tu répondais au téléphone. J'ai vu ta femme cesser de venir le dimanche. Les mères voient ces choses, Édouard. Même les mères simples qui vendent des fleurs au marché. » Il y avait quelque chose dans ma voix à ce moment-là que j'avais du mal à contrôler entièrement. Pas de la colère. Quelque chose de plus vieux et de plus profond que la colère. Une espèce de douleur tranquille. La douleur de quelqu'un qui a aimé avec constance et qui a vu cet amour ne pas suffire à empêcher ce qui s'est passé. « Tu pouvais me parler, j'ai dit. Je ne pouvais pas. » « Pourquoi ?» Il a mis du temps à répondre. Tellement de temps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. « Parce que tu as tout fait seul toute ta vie, » a-t-il dit finalement. « Parce que tu n'as jamais eu besoin de personne. Parce que me voir te demander de l'aide pour mes propres erreurs, c'était... » Il s'est arrêté, a repris. J'avais honte. Le mot est tombé dans la pièce avec tout son poids. Honte. J'ai regardé mon fils. Cet homme de 44 ans avec sa veste de costume et ses yeux rouges, qui n'avait pas encore versé de larmes, mais qui en était proche, très proche. Avec cette résistance des hommes qui ont appris trop tôt que pleurer était une faiblesse. Et j'ai pensé à tous les silences qu'il y avait eu entre nous depuis des années. Tous ces dimanches où la conversation restait à la surface des choses. Toutes ces fois où j'avais senti qu'il y avait quelque chose derrière ces mots et où j'avais attendu qu'il le dise lui-même parce que je ne voulais pas forcer. Toutes ces fois où peut-être j'aurais dû forcer. La honte n'a jamais aidé personne, j'ai dit doucement. Ni toi, ni moi. Il n'a pas répondu. Les dettes, on pouvait en parler. Pas pour que je les paye. Pas pour que je te donne cette maison. Mais pour qu'on réfléchisse ensemble. Pour que tu n'aies pas à porter ça seul jusqu'à ce que la seule solution qui te restait soit de me mettre dehors de chez moi. La dernière phrase, je l'ai dite sans dureté. Mais je l'ai dite.
parce qu'elle devait être dite. Parce que les mots qu'on ne dit pas restent dans les pièces comme de l'air vicié et empoisonnent tout lentement. Édouard a mis son visage dans ses mains. Il est resté comme ça un long moment, ses épaules qui montaient et descendaient très légèrement. Ce fils que j'avais vu grandir dans cette maison, dans ses pièces, sur ses carrelages, sous ses plafonds, ce fils à qui j'avais tout donné que j'avais à donner et à qui il manquait quand même quelque chose que je n'avais pas su lui donner et dont je ne connaissais pas encore exactement le nom. Quand il a relevé la tête, ses yeux étaient secs, mais différents. Quelque chose s'était déposé dedans, quelque chose qui ressemblait, très timidement, à une forme d'honnêteté. « Et Camille ?» a-t-il demandé. « Elle sait ?» ?»« Non, j'ai répondu. Elle saura quand elle aura 18 ans, quand elle sera en âge de comprendre ce que c'est que d'avoir quelque chose que personne ne peut te prendre, pas même son père. Il a accusé le coup, légèrement, sans se défendre. « Et les dettes ?» a-t-il demandé. « Ça, c'est ton problème, Édouard. Je ne peux pas le résoudre à ta place, mais je peux t'écouter. Si tu veux bien commencer par me parler vraiment, pour la première fois depuis longtemps. » Il a regardé la table encore, puis le jardin par la fenêtre, le noyer, les rosiers, le mur de pierre de son grand-père qu'il n'avait jamais connu. Et quelque chose, très doucement, a changé dans la façon dont il regardait tout ça. Pas beaucoup. Juste assez pour être visible pour quelqu'un qui le connaissait depuis sa naissance. Comme si pour la première fois depuis longtemps, il regardait cette maison non pas comme une valeur, mais comme ce qu'elle avait toujours été. Un endroit qui venait de quelqu'un. Nous sommes restés longtemps dans cette salle à manger. Je ne saurais pas dire exactement combien de temps. Le temps a cette façon particulière de se dilater dans les moments où il se passe quelque chose d'important et de silencieux. Pas les moments de crise, pas les explosions, pas les grandes scènes, les moments où deux personnes sont assises l'une en face de l'autre et où l'air entre elles change de consistance parce que quelque chose qui était fermé depuis longtemps commence, très prudemment, à s'entr'ouvrir. Édouard ne parlait pas encore. Il regardait la table, le jardin, ses mains, la table à nouveau. Je ne le pressais pas. J'avais appris depuis longtemps que les choses dites trop vite se disent mal, que les mots importants ont besoin de silence autour d'eux pour prendre leur vraie forme. 43 ans de marché de fleurs m'avaient appris ça aussi. On ne force pas une fleur à s'ouvrir. On crée les conditions. Et on attend. C'est lui qui a parlé, lentement, avec cette voix sans armure que j'avais entendue tout à l'heure et qui était la vraie voix de mon fils, celle d'avant les costumes et les mallettes et les tableaux sur écran. « J'ai signé des contrats que je n'aurais pas dû signer », a-t-il dit. Il y a 3 ans. Une société de placement à Lyon. Il promettait des rendements à 15%. J'ai mis de l'argent. Beaucoup. Et ensuite, j'ai mis l'argent d'Isabelle. Et ensuite, j'ai mis l'argent de notre compte commun. Et ensuite, j'ai mis ce que je n'avais pas encore. Il s'est arrêté. Et ensuite, j'ai demandé doucement. Ensuite, la société a été mise en liquidation judiciaire. En juin dernier, il ne restait rien. Tout avait disparu. 90 000 €. En 18 mois. 90 000 €. J'ai laissé ce chiffre exister dans l'air sans réagir, sans lever les yeux au ciel, sans soupirer, parce que ce n'était pas le moment des réactions, c'était le moment d'entendre. « Isabelle est au courant ?» j'ai demandé. Elle l'a découvert en septembre. Une pause. Elle est partie chez sa mère avec les enfants il y a 6 semaines. Je n'avais pas su. Il ne me l'avait pas dit. 6 semaines que sa femme et ses enfants avaient quitté la maison, et il avait continué à me téléphoner le dimanche avec cette voix posée et efficace en me demandant si j'allais bien. J'ai pensé à Camille, à ses yeux clairs, à sa façon de courir dans le jardin. « Elle revient ?» j'ai demandé. « Je ne sais pas. » Sa voix s'est légèrement brisée sur ces 3 mots, juste une légère fissure, mais suffisante pour laisser passer quelque chose. Elle dit qu'elle a besoin de temps, que je lui ai menti trop longtemps, que si j'avais été capable de lui cacher ça, elle ne sait plus ce qu'elle sait vraiment de moi. J'ai regardé mon fils, cet homme fatigué dans son beau costume devenu inutile, avec ses dettes et sa femme partie et ses enfants absents et sa tentative ratée de résoudre tout ça en vendant la maison de sa mère,
comme si les problèmes pouvaient se régler en déplaçant les pertes d'une colonne à une autre dans ces tableaux qu'il aimait tant. Et j'ai ressenti quelque chose de complexe, quelque chose qui n'était pas simple à nommer. Pas de la pitié est condescendante, et Édouard ne méritait pas ça. Pas de la colère non plus, la colère était passée. Quelque part dans ces nuits blanches de la semaine précédente, elle s'était consumée, et il n'en restait que des cendres tièdes. Quelque chose qui ressemblait à de la tristesse mélangée à de l'amour, cette combinaison particulièrement épuisante, qui est peut-être ce que signifie être mère sur la durée. « Tu aurais pu me dire tout ça, » j'ai dit, depuis le début. « Je sais, pas pour que je paie, pas pour que je te sauve, juste pour ne pas être seul avec. » Il a hoché la tête lentement, pas en signe d'accord, en signe qu'il entendait, qu'il prenait le temps d'entendre vraiment, peut-être pour la première fois depuis longtemps. « J'ai toujours cru que tu n'avais pas besoin d'aide, » a-t-il dit, « que tu t'en sortais toujours seul, que c'était ta façon d'être. Et je crois que quelque part, avec les années, j'ai commencé à penser que ça voulait dire que tu n'avais pas besoin de moi non plus, que tu n'avais besoin de personne. » Je l'ai regardé. Tout le monde a besoin de quelqu'un, Édouard. Se débrouiller seul ne veut pas dire ne pas avoir besoin. Ça veut dire qu'on a appris à continuer quand personne n'est là. Ce n'est pas la même chose. Il a acquiescé, très légèrement, les yeux baissés. Et ça ne veut pas dire que c'est une vie agréable, j'ai ajouté. Ce n'est pas un modèle à admirer. C'est une nécessité à laquelle je n'ai pas eu le choix. Ces mots, je ne les avais jamais dits à voix haute, pas à lui. Peut-être pas à moi-même non plus, pas vraiment, pas avec cette clarté-là. Ils sont sortis naturellement, comme sortent parfois les vérités qu'on a portées trop longtemps en silence et qui finissent par trouver leur propre chemin dehors. Édouard a levé les yeux, et pour la première fois depuis le début de cette semaine, depuis le mardi soir où il avait ouvert son ordinateur et tourné l'écran vers moi, je voyais sur son visage quelque chose qui n'était plus du calcul, plus de la peur, plus de la honte mal ravalée. Quelque chose de plus nu et de plus difficile à regarder en face. De la reconnaissance. Pas de la gratitude facile. Quelque chose de plus profond et de plus douloureux. La reconnaissance de quelqu'un qui vient de comprendre une chose qu'il aurait dû comprendre bien plus tôt et dont la compréhension tardive est en elle-même une forme de perte. Nous avons encore gardé le silence un moment, puis je me suis levée, pas brusquement. Avec ce mouvement lent des gens qui ont 69 ans et dont les articulations ont leur propre avis sur la vitesse des choses. Je suis allée à la cuisine. J'ai fait chauffer de l'eau. J'ai préparé 2 tasses de café, le vrai, avec le vieux percolateur de 1994, et je les ai apportées à la table. J'ai posé une tasse devant Édouard. Il l'a regardée. Puis il a levé les yeux vers moi avec une expression que je reconnaissais depuis qu'il avait 2 ans. L'expression de quelqu'un qui ne sait pas comment dire merci pour quelque chose qui est plus grand que merci. « Il y a des choses que tu peux faire », j'ai dit en me rasseyant, « pour les dettes. » Maître Vernet connaît un avocat spécialisé en droit des contrats financiers. La société de placement était peut-être en infraction sur plusieurs points, ce n'est pas garanti, mais ça mérite d'être examiné sérieusement. Il a posé les 2 mains autour de la tasse. Ce geste simple, les 2 mains autour d'une tasse chaude, ce geste que les gens font quand ils ont froid ou quand ils ont besoin de tenir quelque chose. « Pourquoi tu fais ça ?» a-t-il demandé, après ce que j'ai essayé de faire. J'ai réfléchi à cette question, pas pour trouver une belle réponse, pour trouver la vraie. « Parce que tu es mon fils », j'ai dit finalement. Pas parce que tu l'as mérité cette semaine, pas parce que tu as bien agi, mais parce que l'amour d'une mère n'est pas un contrat avec des clauses de résiliation. Je l'aurais voulu, parfois. Ça m'aurait simplifié la vie. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'a pas répondu. Nous avons bu notre café en silence. Le même silence qu'au début, mais différent. Moins lourd, moins opaque. Un silence dans lequel on pouvait respirer normalement. Dehors, le vent avait faibli. Le jardin était immobile. Les rosiers sans feuilles se découpaient sur le mur de pierre avec cette beauté particulière des choses dépouillées qui montrent leur structure sans honte. Le noyer. La petite remise avec sa porte qui ferme mal depuis 2011. Toujours là. Tout était toujours là. Quand Édouard s'est levé pour partir, 1 heure plus tard, il a pris son manteau et sa mallette noire avec les gestes de quelqu'un qui n'est plus tout à fait le même homme qu'en arrivant.
pas transformé, pas sauvé, juste légèrement différent, avec quelque chose de légèrement moins fermé dans la façon de tenir les épaules. Dans le couloir, il s'est arrêté devant la photo accrochée au mur. Une photo en noir et blanc. Lui, à 3 ans, dans ce jardin, assis dans l'herbe avec un chapeau de paille trop grand pour sa tête. Je l'avais prise avec un appareil acheté au marché aux puces de Villeurbanne un dimanche de juillet 1983. Il l'a regardé longtemps. Puis il s'est tourné vers moi. Et il m'a enlacé. Pas un geste de politesse, pas la bise rapide du dimanche, un vrai geste. Les bras serrés, la tête légèrement inclinée, le silence de quelqu'un qui dit avec son corps ce qu'il ne trouve pas encore les mots pour dire avec sa voix. Je l'ai laissé faire. J'ai posé une main dans son dos. Pas longtemps, juste assez. Il est parti. La porte s'est refermée doucement. Je suis restée seule dans le couloir un moment. Le silence de la maison autour de moi, ce silence familier, habité, qui n'est jamais vraiment vide parce qu'il est plein de tout ce qui s'est passé dans ces pièces depuis 50 ans. Je suis retournée dans la salle à manger. J'ai débarrassé les 2 tasses. Plié la nappe blanche qu'Édouard avait mise sur la table ce matin pour des acheteurs qui n'achèteraient rien. Remis les chaises à leur place habituelle, celle où chacun s'asseyait depuis toujours. Puis je suis allée à la fenêtre. Le jardin, les rosiers, le mur de mon père. J'ai pensé à Camille, à ses 18 ans qui viendraient dans 4 ans, au jour où je lui expliquerai ce que je lui avais donné et pourquoi. À la façon dont elle hocharait peut-être la tête avec ce sérieux des enfants qui comprennent les choses mieux qu'on ne le croit. J'ai pensé à tout ce que cette semaine avait coûté. Pas en argent, en autre chose. En cette énergie particulière qu'on dépense quand on est obligé de se défendre contre quelqu'un qu'on aime. En ces nuits où on reste éveillé, non pas par peur, mais par la tristesse froide de savoir qu'on en est arrivé là. Et j'ai pensé que certaines victoires ne ressemblent pas à des victoires. Qu'il n'y a pas de musique, pas d'applaudissements, pas de sentiment de triomphe qui compense ce qui a été perdu en chemin. Il y a juste une femme de 69 ans debout devant la fenêtre de sa cuisine, dans la maison de son père, avec son café refroidi dans la main, qui regarde les rosiers qu'elle arrose depuis 50 ans et qui pense que demain matin, elle se lèvera à 5h30, comme toujours, et que le jardin sera là, et que la vie continuera, et que c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout ce dont j'ai besoin.